Bonjour, donc je suis Isabelle Thinault, éducatrice spécialisée à l'IME Joseph Forgue et trésorière de la filière médico-sociale enfance-adulte. Et bonjour, moi je suis Pierre Escarguel, je suis éduc spé à l'ITEP Saint-François, pardon. Je suis RP de cet établissement et je suis également représentant syndical de la CGT au CSE MSEA. Donc on peut attaquer sur ce compte rendu de ce CSE du 21 avril. Il y a eu d'abord la lecture d'une motion de la CGT en race demandant, vous le savez maintenant, l'extension des 183 € pour toutes et tous les salariés. C'est le thème qui nous occupe beaucoup. Il était question jusqu'à présent des personnels éducatifs et thérapeutiques. Nous, ce qu'on demande, c'est très clair, c'est que cette revalorisation, elle soit là pour tout le monde, collègues enseignants, ouvriers de production dans les ESAT, personnel administratif, les comptables, Voilà. les ouvriers d'entretien, Mm. les maîtresses de maison, tout le monde. Et on ne désespère pas non plus que ce soit le pédagogique qui puisse également en bénéficier. Vous verrez la motion, voilà, vous pouvez la lire, elle est juste au-dessus. Et effectivement, elle est lue dans tous les CSE. C'est pas une augmentation de salaire, attention. Voilà. Donc c'est bien une prime. 283 €. Suite à la lecture de cette motion qui était importante, voilà, et qui était donc en amont du début du CSE, nous abordons les différents points à l'ordre du jour qui s'afficheront justement là sur votre écran, à savoir l'approbation des PV. Là, c'était le PV du 24 mars. Donc, vous savez tous que lorsqu'il y a une réunion plénière, nous ne pouvons approuver les PV que lors de la prochaine réunion plénière, qui est parfois 2 mois après. Donc une fois que c'est approuvé, ça peut être distribué. C'est pour ça que nous faisons des vidéos, de façon à ce que vous ayez le compte-rendu des réunions plénières CSE, en fait, en avant-première. Donc voilà, donc nous approuvons les PV, ben là, en l'occurrence, celui du 24 mars, voilà. Donc, qui a été approuvé à l'unanimité d'ailleurs, hein, et ensuite, donc, je passe le... Un complément sur ces vidéos. Ces Oui. vidéos, elles sont, voilà, elles sont sur YouTube. Il y a un sommaire, puisque sur YouTube, en bas de la vidéo, on retrouve les différents moments du compte rendu. Et on peut aller directement donc là où ça nous intéresse. Ce qui parfois est bien, puisque c'est des vidéos qui font une bonne vingtaine de minutes parfois. Et on n'a pas forcément le temps d'aller tout voir. Voilà. Je sais que c'est très apprécié des collègues qui m'ont renvoyé le fait d'avoir regardé ces vidéos et de me dire, voilà, sur tel point, c'était ce point à l'ordre du jour qui m'intéressait. Je suis allée directement voir ce qu'il en était du compte rendu vidéo, effectivement, du coup, bien en amont de l'approbation qui se fait donc le mois suivant. Donc les informations sont en direct pour le coup, là, pour vous. Voilà. Point numéro 2, nous avions la désignation d'un représentant de proximité à l'IME Plaisance donc, du Touche. Et alors, bienvenue Alexandra, n'est-ce pas? Voilà, assistante de service social qui va compléter la belle équipe de nos camarades des RP de Plaisance, à savoir Valérie, Marie-Pierre et Elisa. Voilà, merci à elle. D'ailleurs, il était prévu que ce soit Oui. Marie-Pierre aujourd'hui pour ce compte rendu vidéo. Ben, Isa. Marie-Pierre, désolée pour toi. Écoute, c'est pas une brune, c'est une blonde aujourd'hui. Et nous allons dire les mêmes choses, d'où l'intérêt d'être nombreux dans notre organisation. Donc voilà, donc Alexandra, maintenant, est représentante de proximité et a voté à l'unanimité. Le point 3, c'était la rupture conventionnelle d'un salarié protégé. Alors en effet, lorsqu'on est salarié protégé, c'est-à-dire élu ou RP, eh bien, lorsqu'on est en demande de rupture conventionnelle, cela doit passer par l'instance CSE pour éviter soit que ce soit un licenciement déguisé, soit à l'inverse qu'il y ait des passe-droits tentés. Oui, donc il y a un salarié protégé de notre filière qui est en demande de rupture conventionnelle, qui a été donc porté à l'ordre du jour de ce CSE. Et cette personne a été invitée à venir au CSE pour que nous comprenions les raisons de cette demande de rupture conventionnelle, tant l'employeur que les élus. C'était l'occasion de reprendre le déroulé aussi plus précis dès l'origine de la demande. C'était important pour tout le monde, employeur comme élu, d'avoir la bonne temporalité
de mieux comprendre aussi la démarche et la demande de ce salarié. Du coup, nous avons étudié au regard et de ces dires et des éléments que nous avions, et notamment que devait nous fournir l'employeur. Donc quelques éléments d'ailleurs manquent au document qui était censé nous parvenir. Et l'employeur, après discussion que nous avons eu chacun de notre côté lors d'une suspension de séance, à savoir que l'employeur a demandé une suspension de séance, et les élus aussi, pour discuter de cette situation et qu'est-ce qu'on en faisait. Eh bien, oui, en effet, après ces échanges autour de cette situation, les employeurs eux-mêmes, après une interruption de séance d'ailleurs, Oui. demandée par eux-mêmes, Oui. sont revenus en instance et ils nous ont précisé qu'ils demandaient à surseoir à ce point et à se donner du temps encore avant de prendre une décision autour de cette demande. Voilà. Donc vous savez tous quand même que nous sommes partis avec l'idée d'être contre cette obligation vaccinale parce que l'origine, effectivement, dont parle Pierre, est cette question de la suspension des personnes qui n'étaient donc pas vaccinées. Alors tout à fait, et comme la CGT l'a déjà dit, ben voilà, ça se produit, ce qu'on avait prédit se produit, c'est-à-dire qu'en effet, ces suspensions, elles entraînent aujourd'hui des situations qui sont bien sûr chacune des situations personnelles, mais qui, mises bout à bout, ben, ça crée des groupes de gens, de salariés, de personnes, d'hommes, de femmes, qui se trouvent en situation de suspension et qui se trouvent ben, complètement pris dans leur vie avec ça. Et ce que la CGT défend, bien évidemment, c'est que toutes ces personnes, eh bien, il faut des stratégies collectives de sortie de ça, et que ce qui nous importe à nous, c'est que tout le monde, tous les suspendus, puissent réintégrer leur emploi. Ils n'avaient rien demandé au départ, ils n'ont jamais demandé à partir, et en plus on a besoin d'eux. Donc qu'ils puissent revenir. Le quatrième point était sur le point vidéo de la vidéoprotection à Castelmayran, à l'ESAT, point qui nous occupe déjà depuis un bon moment. Une vidéo qui ne peut exister et être en marche que le week-end, n'est-ce pas, et le soir lorsque l'ESAT est fermé. Et ce sont ces plages horaires que la direction ne semble ne pas obtenir par la société qui a mis en place ces vidéos. L'employeur nous a effectivement informé que par différents courriers qui ont été lus, que le directeur avait fait le nécessaire pour obtenir ce que nous demandions en CSE, c'est-à-dire avoir les plages horaires que la société donc, utilise pour faire fonctionner cette vidéo. Le directeur donc, a reçu à plusieurs reprises, depuis le 7 mars, a fait des demandes auprès de cette société, et aujourd'hui encore est dans l'attente donc de ces plages horaires qui sont pour nous importantes, de manière à ce que ça ne devienne pas de la vidéosurveillance, mais bien de la vidéoprotection. Et le débat tourne autour de ça depuis déjà pas mal de temps. Il a été confirmé et affirmé que dans l'attente, donc, rien n'est filmé depuis ces caméras. Parallèlement à ce dossier caméra de vidéosurveillance à Castelmayran, Protection normalement. voilà, tout à fait. J'en profite du coup en tant que représentant syndical pour vous faire un petit rappel de la situation. Il y a eu dans cet établissement un rassemblement qui a été proposé par la CGT. Il y a eu un droit d'alerte également qui a été ouvert par les élus du CSE. Pour atteinte aux droits. Tout à fait, pour atteinte aux droits des personnes. Il y a eu un tract également que vous verrez apparaître, je ne sais pas si c'est en haut ou en bas, mais quelque part. Donc, suite à une enquête conjointe, donc, conjointe, c'est-à-dire élus et employeurs, on est d'accord. Certaines préconisations ont été évoquées donc, par les élus. Ces préconisations ont été donc retenues par l'employeur, des préconisations quant à l'atteinte des droits et des personnes. Et des droits des personnes. Voilà. L'employeur donc a retenu ces préconisations et donc ce droit d'alerte donc est levé à l'heure d'aujourd'hui. Le point numéro 5 était un point sur Matalin bien précis concernant un accord de 2014 donc sur le travail de nuit à l'IME. Il ne faut pas oublier que c'est un établissement qui a été repris donc, par l'ANRAS
Et cet accord de 2014 que vous trouverez dans le blog de la CGT, hein, donc sur le travail de nuit, ouvrant droit à un repos compensateur, n'était pas appliqué dans cet établissement. Donc le président de la filière s'est engagé devant tous les élus à faire appliquer cet accord donc, dans cette IME, hein, et à appliquer aussi donc sur la rétroactivité sur 3 ans en arrière. Voilà. En sachant aussi, juste je termine là, que dans toute reprise d'établissement, il s'agit d'appliquer les accords en race. Voilà. Il a pu être réaffirmé d'ailleurs dans cette séance qu'il faut les appliquer et les appliquer de suite. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'attendre lorsqu'un établissement est repris à l'ANRAS, d'attendre les futurs NAO ou que sais-je pour appliquer les accords qui sont déjà en vigueur et qui existent et que vous retrouverez d'ailleurs tous ces accords sur le blog de la CGT ANRAS que vous connaissez maintenant et dont le lien va s'afficher et qui vous permet à toutes et tous d'avoir tous ces documents lorsque vous en avez besoin. On en a tous besoin souvent dans notre vie de salarié. Chaque reprise d'établissement, l'établissement repris par l'ANRAS doit appliquer les accords qui sont signés. Il faut se rappeler d'ailleurs aussi que l'ensemble des intérimaires qui viennent travailler à l'ANRAS sont des ayants droit de ces accords aussi, au même titre que les autres. Et il ne faut pas oublier ça. Il n'y a pas que les CDI de l'ANRAS qui sont protégés par ces accords, c'est bien toutes les personnes qui travaillent à l'ANRAS. Alors les ASC, point numéro 6. C'était juste pour signifier que les activités sociales et culturelles étaient en route pour la nouvelle prestation 2022, à savoir donc la prestation liberté, que les quotients familiaux, donc vous avez reçu par mail la possibilité de déposer le quotient familial. Je rappelle que effectivement, allez voir la vidéo sur les trésoreries, enfin, que les trésorières ont fait il y a quelque temps pour expliquer les raisons pour lesquelles on a voté le quotient familial, règle URSSAF, voilà. Et la subvention liberté, donc possibilité de mettre le quotient familial. Si certains ont des difficultés, vous savez aussi que vous pouvez contacter directement par mail les élus, notamment les trésorières de votre filière. Et nous donc déclencherons aussi la possibilité de demander, parce que si vous regardez bien la vidéo, il s'agit bien de demander les chèques vacances. Et ensuite, nous commanderons, par contre, les chèques vacances. Il n'y aura qu'une commande cette année. C'était ça qu'il était important de dire, parce qu'il se pourrait, si tout va bien, que nous ayons un geste commercial de la part de la NCV, à savoir qu'il n'y aura pas 42 € par 12 établissements donc, à payer concernant l'affranchissement des chèques à NCV. Allez. Hop, 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 hop. 42 x 12, ça fait quand même 504 €. Voilà, donc il faut toujours négocier. C'est-à-dire qu'on ferait des économies, donc on ne va pas faire 2 commandes cette année. Par contre, on augmente la possibilité de pouvoir demander les chèques en ligne via votre compte ProWeb. Moindre problème, n'oubliez pas que vous pouvez téléphoner. Donc, moi, je suis là pour ça et puis je vous répondrai avec plaisir. Et vos représentants de proximité qui également ont eu une formation concernant l'approche ProWeb. Nous avons aussi ce matin réglé une question pour que tout le monde puisse recevoir donc les informations et toute la communication concernant ProWeb et puis les prestations. Voilà. Les chèques vacances qui auront été demandés par les salariés pourront arriver, comme d'ailleurs au mois d'octobre, dans les établissements, comme ça se faisait avant, c'est-à-dire que le colis arrivera avec les chèques vacances à votre nom, distribués par vos représentants de proximité. Voilà, en échange donc d'une signature sur un bordereau. Et puis pour tous les autres, qui ont compris qu'il y avait des choses intéressantes aussi sur le site, vous pourrez bénéficier de cette subvention liberté jusqu'au 31 janvier 2023. Pour ceux qui veulent commander des chèques vacances, ils ne sont pas non plus obligés de faire dans la totalité de leur subvention. Cette subvention peut être de 250 € pour les quotients familiaux faibles, 200 € étant la deuxième tranche, 150 et 100 €. Voilà. Donc avec ça, vous pouvez aller après sur le site. Et vous pouvez diviser votre subvention en demande de chèques vacances, etc. C'est peut-être pas nécessaire de vous raconter tout ça, mais vous êtes informé en tout cas de ce à quoi
la subvention liberté peut servir. Donc autour de ça, il y a depuis 15 ou 20 jours maintenant même un mail qui est envoyé directement via le site ProWeb à tous les salariés, indiquant la procédure à suivre détaillée pour modifier son quotient familial et envoyer son dernier avis d'imposition pour que l'équipe puisse vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur dans tout ça. Et ce mail, on s'est rendu compte que selon les paramétrages des boîtes mail et tout ça, se retrouve malheureusement assez souvent dans les spams ou les courriers indésirables, ce qui fait que on le voit pas. Donc bien sûr que les élus des différentes filières ont relayé ce message, vous l'avez peut-être reçu, mais peut-être pas, selon là où vous êtes. Et il est très important de faire ça rapidement, puisque c'est cette modification de ce quotient familial, cette actualisation, qui permet de calculer pour chacun, pour chaque cas, ce dont Isabelle nous parle. Le montant de la subvention. Regardez dans vos mails du 5 avril et du 14 avril. Dernier point à l'ordre du jour, les états réalisés des recettes et des dépenses, 2021. ERRD. Alors, je t'en prie, Isa. Oui, déjà. À savoir que. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Voilà, c'est étudier tous ces documents. Voilà. Concernant... Ça, ce sont les rapports d'activité détaillés de chaque établissement de la filière. C'est donc tous ces documents qu'il faut éplucher, consulter. Il faut s'en faire un avis, il faut comparer, il faut... Voilà, pour faire tout ça, on ne peut pas faire tout ça tout seul. Et vous le savez maintenant, on vous l'a déjà dit, mais il faut le redire, on se fait aider par Sendex. Sendex, c'est un organisme auquel nous faisons appel et qui nous aide dans l'analyse comptable et financière et plus généralement sur l'activité de chaque établissement. Donc après avoir épluché effectivement tous ces documents, le constat qu'a pu faire donc le CSE et les élus ont d'ailleurs établi un avis qui a été lu en fin de séance sur cet état réalisé des recettes et des dépenses. À savoir que des points saillants donc, ont été pointés, c'est le cas de le dire, à savoir Alors déjà, sur notre filière en 2021, ce qui est constaté, c'est un excédent global pour la filière, pour tout l'ensemble des établissements, de plus de 500 000 euros. Bon, ça peut paraître un chiffre énorme, après il est un petit peu moins si on le rapporte au budget global, puisque c'est quand même des sommes assez considérables, mais c'est quand même un excédent. Ce qu'on peut dire, c'est que ce sont plutôt les ITEP qui assurent plutôt de l'excédent avec des IME qui sont souvent plus en difficulté au niveau de leurs résultats. Mais globalement, la filière reste excédentaire. Ce qui a pu être pointé dans un premier temps, c'est que ce qu'on appelle les taux de reconduction, c'est-à-dire c'est comment le budget de chaque établissement est reconduit d'une année à l'autre, ce qu'on constate, nous, c'est qu'avant ces pommes, ces reconductions étaient tacitement les mêmes, et que maintenant, elles sont pondérées dans le fonctionnement qui est le nôtre maintenant, elles sont pondérées chaque année par quelque chose qu'on appelle le coût moyen à la place. Alors c'est un peu technique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée, c'est de dire pour chaque établissement, combien coûte la place d'un usager dans cet établissement. Ça donne un chiffre, et on fait pareil pour tous les établissements, et à la fin, on compare. Mais sauf que ce qu'on compare, c'est des choses qui sont parfois pas comparables. Par exemple, comment comparer un établissement qui est en ruralité, où il y a beaucoup de transport, avec des charges immobilières moins fortes, mais des charges de carburant plus fortes, voilà, pas de même taille non plus, avec un établissement urbain qui a d'autres caractéristiques. Donc cette logique de coût moyen à la place, ça semble être une bonne idée, mais au final, sur le plan logique, ça tient pas vraiment. C'est ce que le CSE s'accorde à dire en tout cas. Ce qu'on a pointé également, ce sont les 210 jours obligatoires. Ça, c'est au cœur de notre CEPOM, vous le savez, 210 jours d'ouverture pour tous les établissements. Chacun de nous en a entendu parler dans son établissement. Là aussi, il a pu être pointé par le CSE que, là pour le coup, mettre tout le monde à ce diapason-là, soi-disant pour pouvoir mieux comparer les établissements justement entre eux, pourquoi pas, sauf qu'on vient de dire que sur d'autres aspects, on ne peut pas trop les comparer. Notamment, effectivement, les ARS qui, sous prétexte de vouloir effectivement mettre tout le monde au diapason des 210 euros, il y a certainement une logique financière de réduction de leurs coûts. Par ailleurs, nous avons pu continuer autour de ces ERRD,
nous avons évoqué les CNR, crédits non reconductibles. Qu'est-ce que c'est? Il en a été fait un bilan, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, les CNR, mais depuis 2020, première année de Covid, et cela s'est poursuivi en 2021, l'ensemble de la filière constate un recours tout à fait sérieux à la demande de crédits non reconductibles. C'est effectivement dirigé vers les établissements dont l'accompagnement de situations critiques est nécessaire. Voilà. Et la question quand même que les élus ont évoquée dans cet avis, c'est qu'en est-il le jour où ces crédits non reconductibles ne seraient pas renouvelés? C'est ça, parce qu'en fait, on s'aperçoit que ces CNR, pour moitié, sont utilisés pour des situations critiques, là et donc exceptionnelles, mais on voit aussi qu'ils sont parfois utilisés pour ce qu'on appelle le groupe 2, c'est-à-dire la masse salariale, pour certains projets ou certaines caractéristiques particulières, et que du coup, on peut se poser la question, lorsqu'on utilise un CNR pour des salaires, ou alors pour du matériel dont on a besoin pour fonctionner. En effet, dès lors qu'on n'a plus ce CNR, alors comment payer, quoi? Bon, en même temps, ça précarise les emplois aussi. C'est ça. Hein, c'est-à-dire que voilà, il y a peu de création d'emplois pérennes, malgré tout. Il y a des emplois possibles, du coup, avec les CNR, mais ils ne sont pas forcément pérennes. C'est quand même curieux, tous ces CNR accordés. Qu'est-ce qui va se passer quand même post-Covid? Et quand on parle de situation critique d'accompagnement, c'est souvent, et ça va vous parler, hein, c'est un éducateur pour un enfant. Donc, si effectivement les éducateurs ne sont pas de nouveau donc, payés, donc pas de poste, les enfants difficiles, c'est du 1 pour 1, eux, par contre, seront toujours dans l'établissement. Alors, au niveau de l'activité, c'est quelque chose de très important, mais en 2021, comme en 2020, elle n'a pas été regardée, l'activité, par l'ARS. Puisque le Covid nous a empêchés de vraiment comptabiliser cette activité avec des périodes de fermeture, d'absence chronique, etc. Donc l'activité, en fait, ça se traduit souvent... Je vais ranger ça, Isa, hein, parce que franchement... Voilà. L'activité, ça se traduit par un taux d'occupation. Le taux d'occupation, c'est le terme consacré. Et on parle même du côté du financeur de taux d'activité cible, c'est-à-dire que ce qui nous attend quand même, et c'est dans le CEPOM tout ça, ce qui nous attend post-Covid, c'est un retour aux affaires, c'est-à-dire on va tous devoir revenir vers le taux d'activité cible, c'est-à-dire un taux de remplissage pour le dire trivialement, et qui va revenir sans doute avec force insistance de la part de nos financeurs qui, pendant 2 ans, répétons-le, n'ont pas du tout regardé ça. Après plusieurs années de recours à l'intérim, les élus demandent que la filière et plus généralement l'ANRAS fasse une analyse de ce recours à l'intérim sur un établissement au moins. Le recours donc a aggravé donc, le déficit sur 2021. Et plusieurs établissements ont beaucoup de dépenses donc, pour l'intérim, avec les salariés concernés. Mais les salariés concernés donc ne se fidélisent pas. Ils ne restent pas assez longtemps sur les établissements pour enraciner leur lien relationnel, effectivement, éducatif et thérapeutique avec les jeunes. Donc c'est problématique dans notre accompagnement auprès des jeunes, quoi. Il y a eu un échange assez long autour de la question de l'intérim. La CGT, elle a pu redire une position qu'elle a depuis longtemps, c'est que le recours à l'intérim dans notre secteur, on peut en faire un bilan aujourd'hui. Ce bilan, il n'est pas bon. Il n'est pas bon sur le plan financier pour les établissements, puisque, pour le dire vite, ça revient cher. Il n'est pas bon humainement pour les salariés eux-mêmes qui sont en situation d'intérim, également pour leurs collègues qui les accueillent et qui les voient passer. En fait, ça ne permet pas à ces professionnels de s'enraciner suffisamment dans le lien éducatif, dans le lien institutionnel, puisque c'est une logique de passage et de trous à combler. Et effectivement, l'attractivité du métier. C'est pas pour ça. Tout à fait. C'est pour ça qu'effectivement, on préférerait de revalorisation de salaire plutôt que des primes. Et sachant que même au niveau de... Parce que bien sûr, le recours à l'intérim soulage nos personnels des services administratifs, c'est vrai, puisqu'il n'y a pas l'établissement de contrat et tout. Et pour autant, on le sait parce qu'ils nous le disent dans les établissements, il faut souvent qu'ils vérifient. Parce qu'il y a des erreurs de comptage d'heures, il y a des choses comme ça. Donc c'est pas du zéro travail non plus. Tout ce qu'on vient de vous expliquer sur les ORRD, ça se retrouvera dans l'avis, qui va être consultable via cette vidéo aussi, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en conclusion,
de cet avis, les élus demandent à pouvoir échanger en séance CSE avant la rencontre qui doit avoir lieu à mi-septembre avec la DOSA, la direction de l'offre de soins et de l'autonomie. De l'offre, hein, c'est-à-dire que nous devenons des prestataires, hein. Nous offrons effectivement, donc c'est complètement en lien avec Séraphin PH, etc. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique de financement et de tarification à l'acte, c'est ça que ça veut dire. Tout à fait, cette rencontre qui aura lieu le 3 juin. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, surtout de la partager et de nous faire des remarques quant à une explication peut-être plus exhaustive si vous avez besoin d'un peu plus d'exhaustivité, mais bon, c'est bien assez long comme ça et on vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Moi, je Pierre te remercie, aussi d'avoir... Merci, et merci Marie-Pierre de m'avoir laissé effectivement ta place. La prochaine fois, ce sera toi. À bientôt.